L'information est sortie jeudi, 12 décembre. Le journaliste du Figaro, Paul Sougy, c'est lui qui a fait la révélation d'un document de travail pour le moins édifiant de la Haute Autorité de Santé qui concerne les bonnes pratiques que les professionnels de santé sont censés observer à l'égard des personnes qui souhaitent effectuer une transition de genre. Alors, depuis, je précise tout de suite, la Haute Autorité de Santé a expliqué que ce document n'était pas définitif. Mais on vous donne un peu quand même les éléments, hein. Il a préconisé de rendre gratuites les transitions de genre dès l'âge de 16 ans. Je continue. De ne surtout pas proposer d'examens médicaux ou psychiatriques aux personnes souhaitant transitionner. Voilà, intéressant. Et pour les médecins, de pouvoir prescrire des hormones dès le premier rendez-vous. Et même, attention aussi, accrochez-vous, d'effectuer des signalements contre les parents qui s'opposent à la transition de leurs enfants, ce qui peut aller jusqu'à la déchéance de parentalité si la médiation n'est pas concluante. Voilà, des propositions effrayantes qui ont déjà commencé à défrayer la chronique dans les médias, pas tous les médias, mais quelques médias malgré tout. Dans un contexte où on le sait, la plupart des pays européens sont de plus en plus prudents, restrictifs sur la question de la transition de genre, eh bien, voilà, nous, on a cette proposition d'experts de la Haute Autorité de Santé qui pose véritablement question. Alors, il se trouve que la Fondation Juristes pour l'enfance avait saisi le tribunal de Montreuil en 2023 pour forcer l'institution à rendre public les noms des panels d'experts indépendants choisis pour faire ce travail. Et la Haute Autorité de Santé s'est encore à l'heure actuelle refusé de le faire malgré l'exigence du tribunal. Et bien justement, nous avons décidé de donner la parole à cette association Juristes pour l'enfance. Bonjour Olivia Sarton. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes ancienne avocate, directrice juridique, adjointe de Juristes pour l'enfance, auteur de ce livre PMA, ce qu'on ne vous dit pas, chez Pierre Tecky, et encore, et peut-être plus encore dans notre sujet, questionnement de genre chez les enfants et les adolescents, aux éditions Artege. Puis nous sommes également avec Rémi Tell. Bonjour Rémi. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes fondateur du collectif Peuple Libre, essayiste, journaliste, auteur de La chute de Prométhée, Covid, wokisme, transhumanisme. De quoi Trump est-il le nom chez Perspective Libre? C'est un livre qui a été réédité dernièrement au Verbeo. Et enfin, À l'encre du néant, aux éditions du Verbeo également. Alors, pour ce sujet, je vais d'abord me tourner vers vous, Olivia Sarton, et ce travail de Juristes pour l'enfance depuis longtemps, hein, d'ailleurs, sur ces questions-là, parce que c'était déjà le sujet de votre livre. Donc, vous étiez déjà au courant, vous, de ce qui se passait autour de la Haute Autorité de Santé. Comment vous réagissez à cette fuite qu'a révélée Paul Sougy? Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de commentaires sur cette fuite. Effectivement, nous avec ma collègue Aude Mirkovic, nous étions informés du projet qui a fuité, puisque depuis 3 semaines maintenant, nous faisons partie du groupe de lecture qui est invité à relire et à commenter et à coter le projet de recommandation. Donc, c'est vrai que nous en avions pris connaissance et que nous travaillons dessus. Voilà, à ce titre, je suis soumise à une obligation de confidentialité, donc je ne peux pas vous faire de commentaires directement sur ce projet. Je peux juste rappeler les positions qui sont celles de Juristes pour l'enfance et puis rappeler aussi peut-être un peu le contentieux que nous avons engagé avec la Haute Autorité de Santé depuis maintenant plus de 2 ans, puisque à l'origine, lorsque nous avons été informés qu'un groupe de travail allait se réunir pour préparer des recommandations de bonne pratique, nous avons demandé à en faire partie au titre de notre expertise en ce qui concerne le questionnement de genre chez les enfants. Oui. Alors bien sûr, enfin je ne sais pas pourquoi je dis bien sûr, mais malheureusement, nous n'avons pas été Oui. retenus pour faire partie de ce groupe de travail. Et donc 1 an après, nous avons demandé à en connaître la composition, ce qui nous a été refusé par la HAS. Et comme vous l'avez rappelé, nous avons saisi d'abord la commission administrative ad hoc, puis ensuite le tribunal administratif de Montreuil qui avait ordonné à la HAS de nous communiquer la composition de ce groupe de travail. La HAS a maintenu son refus, elle a même déposé un sursis à statuer sur lequel le Conseil d'État lui a donné malheureusement gain de cause, malheureusement, et puis de manière un peu schizophrénique, parce ce qu'il faut savoir, c'est que la liste des membres du groupe de travail est plus ou moins connue officiellement, puisque lorsqu'il y a un groupe de travail qui est constitué
au sein de la Haute Autorité de Santé, l'ensemble de ses membres sont tenus de faire ce qu'on appelle une déclaration d'intérêt, c'est-à-dire de déclarer les liens et les conflits d'intérêts qu'ils pourraient avoir éventuellement en travaillant sur ce sujet. Donc, ils font ça de manière très officielle sur un site qui s'appelle dpi.gouv.fr auquel tout le monde a accès. Et quand on accède à ce site, eh bien, les déclarations d'intérêt sont rangées par institution et par groupe. Et donc là, on a un groupe qui s'appelle Groupe de travail, parcours de transition des personnes transgenres au sein de la HAS. Et donc, on a une liste de noms qui s'affiche. Alors, bien sûr, on ne peut pas savoir si cette liste regroupe la totalité des membres du groupe de travail. En théorie, ça devrait être le cas puisque tout le monde a l'obligation de faire cette déclaration. Mais on peut quand même partir du principe que, à tout le moins, ça devrait être quasiment la totalité de la liste. Donc, vous voyez, une espèce de schizophrénie, aussi bien de la HAS que du Conseil d'État, de prétendre vouloir garder une confidentialité sur des noms qu'au final, l'État oblige par ailleurs à publier. Oui, Et ça montre quand même une certaine volonté d'opacité, contrairement aux obligations de transparence à laquelle est soumise la Haute Autorité de Santé, et c'est ennuyeux. Et donc, pour terminer sur les actions juridiques de Juristes pour l'enfance, donc après avoir pris communication de cette ersatz de liste qui figure sur le site dpi.gouv, nous avons à nouveau sollicité le tribunal administratif de Montreuil pour cette fois-ci contester la composition du groupe de travail, puisque nous estimons que cette composition n'a pas un caractère suffisamment impartial et objectif, que le groupe de travail est orienté et qu'il ne représente pas tous les courants en présence en ce qui concerne la prise en charge des enfants en questionnement de genre, puisque Juristes pour l'enfance entre guillemets, ne s'occupe que des enfants. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la prise en charge des enfants en questionnement de genre. D'accord. On va revenir sur vos recommandations, évidemment. Mais d'abord, je vais me tourner vers Rémitel. Rémitel, première question d'abord sur je reviens sur cette fuite énoncée par Paul Sugy de ce document de travail de la Haute Autorité de Santé. Je rappelle qu'elle a dit elle-même qu'il ne s'agissait qu'un document de travail, donc qui n'est pas définitif. Mais bon, on voit quand même clairement la tendance, et la tendance est très, très inquiétante. Oui, et on peut interpréter comme cette fuite, puisque quelqu'un A voulu le faire officiant fuir. voilà, au sein de la Haute Autorité de Santé ou étant en contact avec ce groupe a jugé qu'il n'était pas en position d'exprimer son point de vue de façon suffisamment équitable pour avoir un débat serein au sein de la HAS et qu'il était impérieux d'en informer par le truchement du Figaro et de Paul Sugy la société française. Donc effectivement, tout ça pose des questions en termes d'opacité. Vous l'interprétez d'impartialité. comme ça, pardon. C'est-à-dire Oui. que vous pensez que c'était une façon d'alerter sans pouvoir le faire de l'intérieur. Oui, C'est pas une façon, comme on peut aussi le connaître, de préparer les esprits pour peut-être dire en fait ce sera encore pire ou je ne sais quoi. Non, moi j'interprète plutôt ça comme un cri d'alerte. Oui. Et les noms d'ailleurs qui ont fuité dans le Figaro, sur la coprésidence notamment de ce groupe de travail, attestent bien du risque en termes de partialité. Clément Moreau, donc, qui est psy et lui-même personne trans, d'ailleurs, et qui exerce au sein de l'espace santé trans. Et puis on a comme deuxième coprésident Nicolas Morel-Journel, qui est chirurgien spécialisé dans les opérations de transition de genre. Donc, évidemment, tout ça soulève des inquiétudes quant à leur partialité et même, disons-le, quant à leur moralité. On n'est pas censé avoir une obligation au moins d'apparence, d'impartialité dans ce genre de rapport, de travail? Oui, vraisemblablement, le débat contradictoire n'est pas permis, ou en tout cas pas pleinement, au sein de ce comité. Du reste, la démocratie se vit à visage découvert. Alors, ce n'est pas le seul exemple qu'on pourrait trouver, mais moi, je suis toujours très étonné de ces réflexions soumises à la délibération des députés, soumises à la délibération publique, et qui s'organisent des mois durant dans le plus grand secret. Ça fait écho aussi aux méthodes du mouvement transactiviste, qui sont parfois très violentes et qui contraignent, y compris des militants ou des experts plutôt prudents sur ces sujets, à devoir faire silence sur leurs travaux, par crainte des représailles. Et on se souvient de ce groupe aussi de travail au Sénat,
je crois que c'était la sénatrice Miller-Brown, non. C'était oui, alors elle avait été effectivement co-rapporteure, où les discussions avaient également dû se mener en secret pour éviter toute représailles contre les personnes auditionnées. Donc la sérénité nécessaire à des débats sur des questions essentielles, puisqu'elles touchent à l'intime, n'est pas garantie. Et il n'y a pas de responsabilité partagée. C'est la responsabilité du mouvement transactiviste aujourd'hui. Bon, donc ça, c'est particulièrement inquiétant. Et puis revenons sur les différents éléments qu'on apprend dans cette fuite, encore une fois, de Paul Sugy. Alors, je reprends les éléments un par un. Le pouvoir de prescrire des hormones dès le premier rendez-vous. Examens médicaux aux personnes... non, ne surtout pas proposer d'examens médicaux ou psychiatriques aux personnes souhaitant transitionner. Et encore, et surtout presque, je dirais, peut-être le plus grave, les signalements contre les parents qui peuvent aller jusqu'à la déchéance de parentalité. Je vais vous demander à chacun de réagir à ces éléments, puisque Olivia Sarton, on peut, sans commenter le fait que ça fasse partie de ce rapport, vous pouvez nous expliquer en quoi, pour Juristes pour l'enfance, ces éléments sont considérés comme évidemment dangereux pour l'enfance. Mais Rémi Tel d'abord. Oui, alors j'ai noté effectivement en consultant ce document 3 recommandations, c'est celle que vous rappelez, c'est-à-dire l'accès immédiat et sans évaluation à la demande de transition de genre, la volonté également que ce parcours soit intégralement remboursé par la sécurité sociale et donc par l'argent du contribuable, et enfin la possibilité d'une déchéance de l'autorité parentale en cas de désaccord sur cette question. Et je perçois 2 paradoxes, si vous voulez. Le rapport insiste beaucoup sur la normalisation du souhait de transitionner, en disant qu'il ne s'agit absolument pas d'une maladie. Et en même temps, propose, face à ce désir de transition, et exige même une réponse immédiate des autorités de santé, avec une prise en charge totale, ce qui n'est pas le cas, y compris dans le cas de maladies graves, chroniques. On va en parler, évidemment, du 2 poids 2 mesures, avec de moins de médicaments remboursés, pour le coup, pour de véritables maladies. Et là, on dit que ce n'est pas une maladie et c'est remboursé. Dans le cas de la maladie de Charcot, qui est la grande justification aujourd'hui à la légalisation de l'euthanasie, on sait qu'en moyenne, pour accéder à un fauteuil roulant, il faut 1 an et demi. Donc c'est quand même très curieux d'expliquer d'un côté qu'il ne s'agit pas d'une maladie, et de l'autre, de proposer un parcours de soins complet et accordé immédiatement, sans évaluation collective. Et la seule dimension collégiale, d'ailleurs, est une dimension qui intègre des militants, des militants transactivistes, et entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Et le propre de la sécurité sociale, c'est bien d'accompagner des pathologies. Donc si on n'est pas dans un cadre pathologique, alors là, il faut que le régime applicable, par exemple, à la chirurgie esthétique, qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, soit celui qui prévale. Et donc là, c'est pas du tout le cas. Tout à fait, sauf qu'il y a une frontière qui est poreuse, puisque là, on voit qu'il y a aussi, par exemple, la greffe de cheveux, je crois, ou de poils. Ou l'épilation, la dépilation, ce qu'ils appellent la dépilation intégrale. Donc ça, c'est quand même un premier paradoxe. Si c'est pas esthétique, bon. Exactement. Donc soit c'est esthétique, soit c'est de l'ordre de la pathologie, mais si c'est pas de l'ordre de la pathologie, alors rien ne justifie la prise en charge par la sécurité sociale. Ça, c'est le premier paradoxe. Et le deuxième paradoxe, rapidement, c'est sur la question du choix. C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup en expliquant qu'il ne faut pas que les parents puissent intervenir, il ne faut pas qu'il y ait de regard de professionnels de l'esprit sur est-ce que la personne en demande est en souffrance psychologique ou pas. Et en même temps, on a une espèce d'emprise du monde associatif et du monde transactiviste là dans le parcours de soins qui est proposé. On a aujourd'hui une prolifération des demandes. Et il ne s'agit pas, si vous voulez, de questionnements révélés par une forme de levée du tabou, mais de questionnements suggérés par le discours public aujourd'hui sur la transidentité. Et il y a quand même de quoi s'interroger. On a eu des débats récents sur la question de la majorité sexuelle, qui reste établie aujourd'hui à 15 ans. Donc on juge qu'à 15 ans, un adolescent ne fait pas preuve de suffisamment de discernement pour mener une vie sexuelle
qui ne soit pas encadré, en tout cas, et par ses parents et par la loi. En revanche, 1 an plus tard, il pourrait décider Oui. librement de l'ablation de ses organes génitaux. Paradoxe sur À paradoxe. 16 ans, on ne compris. peut pas choisir le maire de sa commune, mais on pourrait décider de bloquer hormonalement son développement Et à vie. corporel. Et à vie, ça fait Voilà. partie des Et questions, donc, évidemment. en fait, c'est plutôt que la liberté de choix, le chemin là, qui est tracé par la HAS consacre l'emprise et la prise de pouvoir d'adultes sur le corps d'enfants et d'adolescents. Oui. Olivia Sarton, pareil, retour sur ces différents éléments qui sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé, le fait de séparer comme ça, de pouvoir signaler contre les parents, voire aller jusqu'à la déchéance de parentalité, ne pas prescrire d'examens médicaux, les transitions de genre rendues gratuites. C'est autant d'éléments sur lesquels vous travaillez depuis longtemps qui sont justement l'inverse de vos recommandations. Oui, je vais revenir un petit peu peut-être sur la genèse qui m'a permis d'aboutir à ces recommandations. Oui. Je ne sais pas si tous les auditeurs maîtrisent bien le sujet. En réalité, dans les pays occidentaux et notamment en France, mais aussi aux États-Unis, on a vu apparaître il y a quelques dizaines d'années, une dizaine d'années pour les enfants, les jeunes, un peu plus pour les adultes, un courant de personnes qui revendiquent ce qu'on appelle une identité de genre qui serait différente de leur sexe biologique de naissance. C'est-à-dire que ce sont des personnes pour lesquelles le sexe a été constaté tout à fait normalement à la naissance par les personnes qui étaient présentes, il n'y a pas d'anomalie. Et le courant actuel veut remettre en question la constatation de ce sexe. D'ailleurs, il ne parle pas de constat, il parle d'assignation, avec tout le côté ambigu de ce terme qui signifierait une emprise aléatoire et subjective sur la personne. Et donc, on devrait pouvoir se débarrasser de cette assignation sexuelle qui nous serait imposée à la naissance et pouvoir choisir un ressenti. Donc déjà, nous commençons par contester ce courant d'idées qui veut faire croire aux enfants et aux jeunes qu'on peut naître dans un mauvais corps et changer de sexe. C'est très important de le dire, personne ne naît dans le mauvais corps, nous sommes corps et esprit, et finalement, c'est une forme de gnose, c'est-à-dire une forme de croyance religieuse, que de séparer ainsi le corps et l'esprit. Et on ne peut jamais changer de sexe puisque celui-ci est inscrit dans chacune des plus petites cellules du corps humain. Ouais. Alors certes, on peut changer l'apparence du corps, et C'est ça. c'est l'objet de ces recommandations de bonne pratique, mais à un prix très coûteux en termes de conséquences pour la santé physique et mentale, un terme très coûteux aussi pour l'assurance maladie. On peut changer son identification sociale lorsqu'on est adulte auprès de l'état civil, ce qui n'est pas sans poser des questions pour l'organisation de la société, mais fondamentalement, et on ne peut pas changer de sexe, et c'est une erreur, de le faire croire aux enfants et aux adolescents. Et parallèlement, donc nous protestons contre le courant actuel qui veut à tout prix autonomiser l'enfant en le privant de la protection juridique de ses parents et en disqualifiant ses parents et en lui permettant seul, dès donc l'âge de 16 ans ou de 17 ans, de prendre des mesures aussi importantes pour sa santé mentale et physique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand cette augmentation des personnes qui se sentaient en décalage, parce que c'est un fait réel qu'il y a des personnes qui se sentent en décalage avec leur identité sexuée, qui ne parviennent pas à s'approprier cette identité sexuée, pour des causes diverses et variées. Bon, moi, je suis pas médecin, je suis pas psy, mais en attendant, c'est un fait objectif. Quand ces personnes ont commencé à être prises en charge, on a cherché évidemment la meilleure manière de résoudre leur détresse. Et c'est vrai qu'à un moment, on a pensé, des médecins ont pensé de manière tout à fait, comment dire, sincère, que l'aide apportée par les progrès de la médecine, et notamment la mise sous hormones ou la réalisation de chirurgie, pourrait soulager ce mal-être des personnes sans conséquence. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que les conséquences sont lourdes et graves pour la santé physique et mentale, et que finalement, c'est une utopie de penser qu'on peut modifier comme ça facilement le corps humain. Oui. Donc on est tâtonné, c'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on sait que ce sont des traitements qui sont avec des conséquences indésirables, des effets négatifs, des conséquences irréversibles, et que notamment pour la prise en charge des mineurs
et celle des jeunes adultes, ce n'est pas le meilleur traitement et que le meilleur traitement, ça serait ce qu'on appelle l'approche prudente, consiste à mettre en œuvre une approche psychothérapeutique en première intention. Et alors qu'on a ces résultats aujourd'hui, qu'un certain nombre de pays, notamment les pays du nord de l'Europe, sont revenus en arrière Oui. et abandonnent les traitements pour les enfants et les adolescents. On a la Suède, la Norvège, la Finlande, dernièrement le Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni vient d'interdire le 11 décembre dernier, il y a 6 jours, la prescription et l'administration des bloqueurs de puberté pour les mineurs, alors qu'on a ce retour en arrière des pays qui étaient entre guillemets pionniers, c'est-à-dire qu'ils ont commencé ces traitements pour les enfants et les adolescents avant la France, eh bien, on a la HAS qui, elle, se calque sur un organisme militant qui s'appelle la WPAS, qui est une association qui prétend pour le monde entier décréter ce que serait la meilleure prise en charge des personnes qui se sentent en questionnement de genre. Et la HAS refuse de tirer les leçons des pays du Nord et se calque sur une approche extrêmement militante qu'on retrouve dans ce projet de recommandation de bonnes pratiques. Mmh. Comment vous expliquez finalement ce lobbying à marche forcée, alors que, comme vous l'avez dit, non seulement les pays font marche arrière, mais les études, le travail des spécialistes, comme vous faites partie, montrent bien les effets néfastes. Aujourd'hui, on a un peu de recul sur ces produits et ces traitements pour les enfants. Comment vous expliquez que ça continue? Est-ce que c'est qu'une histoire, pardon de le dire comme ça, mais qu'une histoire de fric finalement? Il y a plusieurs choses. Il y a sans doute une histoire financière, certes, parce que c'est vrai que c'est un marché qui est devenu un véritable marché, hein, donc qui fait l'objet d'analyses financières et qui est assez rentable, puisque par exemple, si un enfant s'identifie comme trans, est identifié comme trans par son entourage, parce qu'il se pose des questions sur son identité, ce qui ne veut pas du tout dire en réalité qu'il est trans, mais si son entourage décrète qu'il est trans et l'appuie dans cette démarche, eh bien, l'enfant qui prend des hormones, il devra prendre des hormones à vie. Donc, Oui. effectivement, de ce point de vue-là, notamment pour les laboratoires, c'est un marché qui est très rentable. Il y a énormément de cliniques dites de réassignation sexuelle ou de transition de genre qui se sont développées, en particulier aux États-Unis, et ça génère beaucoup de chiffre d'affaires. Mais je ne crois pas que l'aspect financier puisse tout expliquer. Je pense que ça serait une explication qui serait peut-être un peu trop simple. Il me semble que ça fait aussi partie du courant actuel où il y a un certain hubris de l'homme qui voudrait totalement s'autodéterminer, totalement être autonome, pouvoir décréter qui il est. Finalement, ça a sans doute un lien un peu avec le transhumanisme. On veut pouvoir que chacun puisse décréter, y compris qu'il est homme et femme, et y compris quel corps il puisse avoir. Donc ça, c'est aussi une dimension importante. Et puis après, bon, les psys, eux, investiguent dans d'autres domaines comme bon, des fantasmes de réalisation. Voilà, c'est un peu le... Pour certains, quand on voit ce qui est proposé aux États-Unis, les médecins qui travaillent donc pour la WPAS et pour ces organismes travaillent sur des demandes de personnes qui veulent, par exemple, pouvoir présenter à la fois des organes génitaux et sexuels masculins et féminins. Donc vous voyez bien qu'on est dans une espèce de fantasme qui avait été décrite par Platon en son temps, mais qui est toujours une tentation récurrente de l'homme. Et malheureusement, aujourd'hui, les progrès de la technique, de la technoscience sont tels que des médecins pensent qu'ils pourraient répondre à ces fantasmes. Oui. Bah, ça évidemment, je me tourne vers vous Rémy Tel, c'est le sujet de votre livre La chute de Prométhée. Donc même question finalement, quelle est à votre avis, qu'est-ce qui sous-tend, cette tendance à vouloir pousser toujours plus vers, finalement l'irrespect du naturel, le fait de pouvoir, diriger son corps comme, diriger sa mort et cetera. Comment vous l'expliquez? Est-ce que, il y a avant tout des questions d'argent, on l'a dit, remboursement de la sécurité sociale, des laboratoires qui ont, finalement des malades à vie puisqu'on crée une forme de maladie et de dépendance? Ou, y a-t-il aussi, une espèce d'idéologie derrière? Les 2 en général, et je Oui. partage complètement ce qui vient d'être dit. On a là la convergence d'intérêts financiers, euh, mais sur fond quand même d'une modification anthropologique. Comme disait Gunther Anders, nous sommes à l'ère de la grande obsolescence de l'homme, et pour conserver quelques valeurs, alors qu'il
fait figure un peu de rouage dans cette grande société industrielle, eh bien, il doit devenir autre chose que ce qu'il est. Et oui, il y a un lien entre la philosophie, si j'ose dire, transactiviste et la philosophie transhumaniste, avec une survalorisation d'ailleurs dans le discours médiatique, dans les concours. Pensez à l'Eurovision, pensez des personnes qui font ce choix, s'il s'agit d'un choix, je ne le crois pas, mais qui feraient ce choix de devenir autre chose que ce qu'elles sont. Donc ça, on est quasiment dans une sorte de religion séculière, là, hein, avec le transactivisme, avec le transhumanisme aussi. Donc moi, c'est l'explication que j'y trouve. Et il y a quand même des aspects qui sont très dérangeants dans cette vision des choses, et notamment le mélange. Alors, le paradoxe, un troisième paradoxe. Oui, je rebondis sur ce qui a été dit. C'est-à-dire à la fois la négation de toute forme d'importance de la dualité sexuelle, puisqu'on dit non, tout ça ne compte pas, c'est une affaire de choix, et en même temps, d'ailleurs, on ne parle pas de sexe, mais de genre. Voilà, et de genre, donc comme si ça n'existait pas, et comme si c'était une affaire finalement très secondaire, et en même temps, l'exigence d'un parcours qui implique des centaines de milliers d'euros de dépenses et de prise en charge, et avec des répercussions sur les familles, sur l'organisation sociale. Donc là aussi, il y a une forme de paradoxe. Et je trouve que dans l'idéologie transactiviste, si vous voulez, moi, il y a quelque chose qui me dérange particulièrement, qui est le mélange d'une revendication sur l'identité sexuelle, qui est déjà problématique en tant que telle, et quasi psychotique, puisqu'elle part d'une négation du réel, et le mélange avec une revendication sur la sexualité. Et la sexualité sous le prisme de l'excitation sexuelle. Et là, je pense qu'on a un mélange très dangereux, c'est-à-dire c'est la convergence des revendications sur la transidentité et du mouvement LGBTQ. En fait, et donc là, on a la rencontre, si vous voulez, en quoi c'est dangereux ? Parce que la sexualité, les revendications des transactivistes mêlent une part de sexualité conçue sous le prisme de l'excitation. Et donc là, forcément, quand en plus on s'adresse à un public jeune, c'est la porte ouverte au pire des dérives. Et si on reprend les définitions du Conseil pour les droits de l'enfant, par exemple, de l'ONU, ça nous amène vers des choses qui aujourd'hui pourraient tomber sous une qualification pédocriminelle. Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et si on s'en tient factuellement, je regardais là dans le métro pour venir vous voir, donc est considéré, donc c'est dans l'observation générale numéro 13 du CRC, qui date de 2011 et qui qualifie la pédocriminalité comme le fait d'inciter ou de contraindre un enfant à se livrer à une activité sexuelle illégale ou psychologiquement préjudiciable. On sait par exemple que le taux de suicide après les transitions est inchangé, voire plus élevé qu'avant les transitions. Et le CRC ajoute que de nombreux enfants subissent des atteintes sexuelles qui ne s'accompagnent pas de la force ou de la contrainte physique, mais qui sont néanmoins psychologiquement intrusives, traumatisantes et constituent une exploitation. C'est-à-dire que l'effraction psychique et l'atteinte sexuelle, si vous voulez, elle peut se faire y compris avec l'assentiment apparent de l'enfant ou de l'adolescent. Et donc là, on rentre dans des choses qui sont vraiment complexes. C'est-à-dire que quand vous avez des militants qui, à la fois, expliquent qu'il faut, au nom du mal-être d'enfants et d'adolescents, les accompagner dans leur parcours de transition, et qui, par ailleurs, promeuvent une certaine vision de la sexualité, vous avez, si j'ose dire, un mélange des genres qui est quand même explosif et qui, je crois, devrait être alerté, a fortiori si on dit les parents n'ont plus voix au chapitre, et lorsqu'ils s'opposent à de tels parcours, on peut les déchoir de l'autorité parentale. Et je voudrais enfin terminer par un point que soulève Paul Sugy dans son article sur l'absence de scientificité du comité retenu et
il y a une méthodologie scientifique en règle générale dans ce genre de débat, avec des niveaux de preuves basés sur la littérature A, B, C. Et là, en fait, sur la plupart des recommandations de la HAS, ces preuves A, B, C, donc fort consensus scientifique, moyen et puis faible, ont été remplacées par AE, c'est-à-dire avis d'experts. C'est-à-dire que le comité s'est réuni et on a considéré dans une sorte de consensus spontané dont on ne sait pas d'où il vient, puisqu'on ne connaît pas la liste précise des membres de ce comité, comme l'a rappelé Olivia Sarton. Il y avait un consensus scientifique. Donc là, on est vraiment dans la fabrique en fait, du consentement. Olivia Sarton, le mot de la fin. D'abord, peut-être une réaction sur ce que vient de dire Rémy Tell. Et puis, vous l'avez dit, vous avez entamé une action. Que peut-on faire là, je pense que beaucoup sont très, très effrayés par ce qui se passe. Que peut-on faire aujourd'hui pour se défendre, pour protéger nos enfants ? Il faut informer sans relâche sur ce que propose ce groupe de travail, mais plus largement les militants, parce que parfois on n'en a pas vraiment conscience, même s'ils n'avancent pas masqués, hein, il faut leur reconnaître ça. Ils publient largement leurs revendications pour proposer leur programme, entre guillemets, et donc il y a rien qu'on ne sache pas dans ce projet de recommandation. Oui. Ça, c'est la première chose, c'est informer. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est que vraiment les adultes puissent travailler avec les jeunes aujourd'hui, les enfants, les adolescents, sur ces questions existentielles que les jeunes se posent. Parce qu'il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, on connaît les chiffres extrêmement impressionnants de la dégradation de la santé mentale des jeunes. On sait qu'à la suite du Covid, et quand les jeunes se sont retrouvés enfermés chez eux, ils ont passé beaucoup de temps sur Internet, et il y en a beaucoup à la suite de ça qui se sont déclarés une identification trans. Donc on voit bien qu'il y a un mal-être général, et il est urgent que les adultes réfléchissent à comment aujourd'hui on peut redonner un idéal, un goût de vivre, une espérance à ces jeunes. Comment est-ce qu'on peut leur permettre d'avoir une image valorisée de l'homme et de la femme? Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui font partie de cette population de jeunes en questionnement de genre. Et en réalité, quand on creuse avec elles, les psys disent que ce n'est pas qu'elles veulent devenir un garçon, c'est qu'elles ne veulent pas être des femmes. Parce que l'image qui leur est renvoyée, notamment par la pornographie, sur ce que devrait être une femme est tellement négative qu'elles ne veulent pas devenir des femmes. Donc, pour moi, l'urgence, vraiment, auprès de tous ceux qui ont à prendre en charge des enfants, que ce soit des adultes, parents ou alors des éducateurs, c'est de pouvoir travailler sur ces jeunes, sur quelle image valoriser, comment ils peuvent les aider à s'approprier leur identité sexuelle de naissance, comment ils peuvent donner à une jeune fille le goût d'être une femme, comment ils peuvent donner à un jeune garçon le goût de devenir un homme, et puis de lutter contre l'influence néfaste de la pornographie et de l'exposition précoce aux écrans, à Internet. Voilà, c'est aussi un cheval de bataille de notre association Juristes pour l'enfance. On sait aujourd'hui l'influence néfaste des réseaux sociaux. Il faut que notamment les parents aient le courage, de pouvoir repousser le plus tard possible l'âge auquel ils donnent un smartphone et l'accès à ces réseaux sociaux à leur enfant, même si c'est pas évident avec la pression de la société. Voilà, il faut, j'incite moi les parents à se fédérer peut-être en collectif dans leur ville, dans leur lycée, dans leur collège, pour arriver à se soutenir, pour préserver leurs enfants le plus possible et pouvoir donner à leurs enfants une image belle et valorisante de ce que peut être un adulte sexué, soit homme, soit femme. Oui. Eh bien, vaste sujet. On a compris que ça dépassait presque cette question déjà très grave de la transition de genre, mais bien de notre société et ce qu'on veut renvoyer à notre jeunesse. Et on est loin d'avoir un modèle idéal. Merci beaucoup, Olivia Sarton. Je rappelle ce livre qui est tout à fait dans le sujet, questionnement de genre chez les enfants et adolescents, aux éditions Artege, et puis votre association Juristes pour l'enfance. On peut suivre tous vos travaux, et notamment à côté de cette haute autorité de santé. Rémy Tell, merci également. Fondateur du collectif Peuple Libre et également auteur de La Chute du Prométhée. On était vraiment dans ce sujet également. L'édition Perspective Libre, réédité au Verbeo et encore à l'encre du néant, toujours aux éditions du Verbeo.